Alors, bonjour à tous. Merci d'être venus. Aujourd'hui, je reprends une conférence que j'avais faite l'année passée, en fait, sur le premier rapport de recherche du SOFIR qu'on a fait sur la typologie des théories du complot, des discours conspirationnistes, en fait. Et on avait fait, j'avais fait la dernière fois une première partie qui était plutôt théorique. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de la typologie en tant que telle, c'est-à-dire les différents types de discours conspirationnistes et que je vais associer aussi à des exemples et à des individus. Alors, dans notre recherche que j'avais faite avec Frédéric Nadeau et Frédéric Boilly, nous avions établi qu'il y avait des matrices idéologiques. Alors, des matrices idéologiques, eh bien, c'est qu'au cours de la pandémie, nous avons noté la présence de deux matrices idéologiques qui ont alimenté la propagation des théories du complot au Québec, une matrice d'extrême droite et une matrice spirituelle et religieuse. Alors, une matrice idéologique est un système d'idées communes à un groupe d'individus dans un espace-temps donné. Elle forme un cadre cognitif cohérent qui soutient une vision du monde et justifie l'action politique et sociale. Alors, en gros, une matrice idéologique, c'est comme on retrouve dans toutes les idéologies, c'est un ensemble d'idées cohérents qui vont permettre aux individus de se rattacher souvent à un groupe. Alors voici ce qu'on avait montré à la fin la dernière fois, nos matrices idéologiques, la matrice idéologique d'extrême droite, la matrice idéologique spirituelle et religieuse. Alors vous pouvez voir que dans la matrice idéologique d'extrême droite, vous avez trois sous-types. Vous avez le type des citoyens souverains, le type survivaliste, le type identitaire. Et dans la matrice idéologique spirituelle et religieuse, vous avez le type Nouvel Âge, le type intégriste catholique et le type fondamentaliste protestant. Alors, il est important de souligner qu'ici, c'est ce qu'on appelle, comme Max Weber l'appelait un peu, une typologie. En le fond, ce ne sont pas des catégories qui sont... une typologie, c'est un instrument d'analyse. Ce n'est pas Donc, une typologie n'est pas obligée de correspondre exactement à la réalité. Elle nous sert tout simplement à catégoriser certains discours, dans ce cas-ci, qu'ont certains individus dans un contexte X. Et vous allez voir qu'entre les différentes typologies, les différents types qu'on a ici, les différents types qu'on a, il y a entre les individus des individus parfois peuvent passer d'un type à l'autre, c'est-à-dire que les frontières dans la complosphère de ces différents types, les frontières sont poreuses. Donc, je vais aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence, définir un par un, avec des exemples à l'appui, les 6 sous-types de notre matrice idéologique, de notre typologie des discours conspirationnistes pendant la pandémie au Québec. Le premier groupe, le premier type, en fait, sur lequel on regroupe plusieurs groupes anti-mesures sanitaires pendant la pandémie, c'est le groupe des citoyens souverains. Alors, la mouvance des citoyens souverains se caractérise par son rejet virulent de toute autorité émanant de l'État. Pour le dire simplement, la société est basée sur un contrat social, mais pour les citoyens souverains, ce contrat leur aurait été imposé de force. Ils revendiquent donc le droit de s'en retirer. Donc, la société est basée sur un contrat social, c'est très clair. Hein? On peut remonter en philosophie du contrat social de Rousseau, et toute société, donc, est basée sur ce contrat social, c'est-à-dire que chaque être humain, chaque individu a un rôle social à jouer. Hein? Le rôle social d'un juge, c'est de juger les prévenus. Le rôle social d'un professeur, c'est d'enseigner. Hein? Et on se donne comme ça toutes sortes de rôles sociaux qui nous permettent en fait de fonctionner en société. Qu'est-ce qui nous permet de fonctionner en société, dans le fond? C'est le respect des normes sociales. Or, les citoyens souverains, dans le fond, eux, ils remettent en question toute forme d'autorité, pas seulement l'autorité de l'État, l'autorité juridique, l'autorité pédagogique, toute forme d'autorité. Et on va souvent mettre dans un grand chapeau
les mouvements des citoyens souverains sous la coupole aussi de mouvements anti-autorité, des mouvements qui sont contre toute forme d'autorité. Dans le cas des citoyens souverains, comment ça s'exprime? Ça, c'est qu'ils disent qu'à la naissance, ils avaient un être qui était naturel, hein? Et qu'on leur a donné une identité sociale, la société leur a donné une identité sociale, une carte d'identité, un certificat de naissance, hein? Dès la naissance, la société donc s'empare de l'individu et lui donne une identité qui est ce qu'eux ils appellent un homme de paille, une identité sociale, alors qu'eux revendiquent leur identité naturelle. Et il y a quand même, chez les citoyens souverains, il faut le dire, une certaine logique là-dedans, c'est qu'ils disent que l'enfant, dans le fond, n'a pas choisi d'adhérer au contrat social parce qu'il est trop jeune pour réaliser, hein, en ayant un certificat de naissance, qu'il a désormais une identité sociale. Donc, ces citoyens souverains-là, qui sont adultes plus tard dans la vie, vont dire « Je n'ai jamais accepté de participer à cette société-là, donc je m'en retire ». Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça, se retirer de la société? Bien, notamment, ça veut dire, par exemple, refuser de payer des impôts, ne pas mettre des plaques d'immatriculation sur sa voiture, refuser toute forme de contrôle étatique, dans le fond. Alors, vous pouvez vous imaginer que pour un citoyen souverain, vivre en société, ce n'est pas évident parce que, évidemment, la plupart d'entre vous qui ont accepté ce contrat social-là, on n'a pas le choix de mettre une plaque sur notre voiture si on veut conduire une voiture. On n'a pas le choix de payer nos impôts. Un célèbre penseur américain avait dit « Il y a deux choses qui sont certaines d'arriver dans votre vie, la mort et les impôts. » Alors, dans le cas des citoyens souverains, peut-être la mort va arriver, mais pas les impôts parce qu'ils remettent ça en question. Donc, les citoyens souverains, c'est une mouvance quand même importante, puis qui a été très importante pendant la pandémie parce que vous avez plusieurs individus, finalement, qui étaient contre les mesures sanitaires et qui avaient à la base une philosophie de citoyens souverains. Alors ici, dans notre matrice sur les citoyens souverains, on va parler de Mario Roy, de Stéphane Blais, de François Amalega, Patrick Hémon, Frédéric Pitre, qui ont tous un peu cette idéologie-là de citoyens souverains. Mais, comme je vous disais tantôt, les catégories ne sont pas étanches. Vous avez Guylaine Langto qu'on a mis dans la catégorie Nouvel Âge, mais qui pourrait aussi, qui est un hybride entre la catégorie Nouvel Âge et la catégorie citoyen souverain. Je vais vous expliquer un peu plus loin dans la conférence pourquoi c'est ça dans le cas de Guylaine Langto. Mais si on regarde ici seulement, par exemple, le cas de Mario Roy, qui est probablement le citoyen souverain le plus célèbre du Québec, il va vous dire qu'il n'est pas citoyen souverain, mais ce n'est pas parce que tu dis que tu n'es pas citoyen souverain que tu n'agis pas conformément à la philosophie des citoyens souverains. Alors, Mario Roy est vraiment notre plus célèbre parce qu'il est constamment en cours, il a fait déjà de la prison, il risque d'en faire encore à nouveau pour différents méfaits. Et lorsqu'il va en cours, Mario Roy, c'est son moment, comme c'est le cas pour tous les citoyens souverains. Le plus grand plaisir, dans le fond, dans la vie d'un citoyen souverain, c'est de se retrouver face à un juge pour le confronter. Parce que dans la mentalité des citoyens souverains, la Cour, les juges, c'est la représentation de cette société qu'ils rejettent. Et Mario Roy, en fait, prétend, et c'est un des gros problèmes qu'il a, dans le fond, il prétend qu'il connaît la loi autant que les juges et les avocats. Et donc, Mario Roy se présente devant la Cour, comme tous les citoyens souverains se présentent devant les cours, avec des requêtes complètement farfelues. Et pourquoi ces requêtes-là sont farfelues? C'est parce qu'ils vont chercher des petits bouts de loi, les citoyens souverains, ils vont chercher des bouts de loi qui n'existent plus ou qui ont été changés. Et ce sont donc des gens qui s'imaginent qu'ils connaissent mieux la loi que l'État et les différentes instances juridiques. Et donc, Mario Roy est constamment en train de dire qu'il a gagné ses procès même quand il les perd, parce que quand il va perdre son procès, il va dire « bien le juge a mal évalué la chose ». Et
aussi, une des caractéristiques qu'on va donner des citoyens souverains, c'est un juge albertain dans une cause célèbre, une des premières causes qu'il y a eu entre la couronne albertaine, provinciale albertaine, et un citoyen souverain là-bas. Le juge avait qualifié les citoyens souverains alors de paper terroristes, des terroristes de papier. Parce qu'une des caractéristiques des citoyens souverains, c'est d'inonder la Cour de documents qu'il faut qu'elle décortique tout ça. C'est tous des documents qui ont l'air des documents de pseudo-droit, hein, avec un langage toujours un peu empoulé, et qui vont faire en sorte que les cours vont passer un temps fou là-dessus. C'est pour ça qu'on a développé la notion, avec les citoyens souverains, de plaideur quérulant. Alors, c'est quoi un plaideur quérulant? C'est quelqu'un qui a été déclaré par la Cour comme, en quelque sorte, une perte de temps. C'est-à-dire qu'il mobilise la Cour constamment, mais c'est toujours pour perdre son temps parce qu'il perd toujours ses causes, parce qu'il arrive toujours avec des requêtes et des documentations farfelues. Dans le cas de Mario Roy, au Québec, ça a été poussé tout ça à son paroxysme. Mais vous avez aussi Stéphane Blais, qui a parti une fédération et qui a ramassé plus de 500 000 $ pour engager des poursuites contre le gouvernement du Québec, contre notamment les mesures sanitaires. Poursuites qui n'ont jamais abouti, et le 500 000 $ qui a abouti dans les poches des avocats et de Stéphane Blais principalement. Mais Stéphane Blais a cette mentalité de citoyen souverain aussi que lui, il connaît plus la loi. Et ces gens-là restent encore convaincus aujourd'hui qu'un jour, ils vont gagner les procès qu'ils ont lancés. Une des fantasmagories qu'on retrouve et qui est les plus courantes parmi les conspirationnistes, c'est le fameux Nuremberg 2.0. Alors on dit qu'il va y avoir un autre procès tel que celui qu'il y avait eu au sortir de la Deuxième Guerre mondiale contre les criminels nazis, mais ce procès-là qui va s'appeler Nuremberg 2.0. On ne sait pas trop Nuremberg 2.0, pourquoi? Parce que Nuremberg, c'est en Allemagne, là. Mais c'est parce que ça va être un gros procès, puis là, on va avoir toute la liste des accusés. Déjà, pour ce Nuremberg 2.0, certains groupes mettent les 125 députés, par exemple, de l'Assemblée nationale qui passeraient au Nuremberg 2.0. Alors, vous avez là, dans le fond, cette mouvance des citoyens souverains qui est quand même assez importante parmi les conspirationnistes et quand on dit mouvance, c'est pas nécessairement un groupe très défini, mais c'est une façon de penser qu'on va retrouver chez beaucoup de conspirationnistes. Ensuite, nous avons donc ces citoyens souverains-là, ils estiment que les gouvernements actuels seraient aux commandes d'une vaste conspiration visant à les priver de leur liberté et à instaurer un nouvel ordre mondial basé sur la surveillance et le contrôle de la population. Dans ce contexte, les vrais patriotes auraient le devoir de se protéger contre l'État avec des armes si nécessaire pour défendre leurs droits individuels inaliénables. Alors, il y a un groupe qui fait ça, vouloir se défendre avec les armes au Québec en ce moment, c'est un groupe qui s'appelle la Garde nationale. Alors, la Garde nationale, c'est des gens qui jouent un petit peu aux soldats, c'est un petit peu un groupe marginal quand même, mais ce sont des gens qui sont traversés par ces idées-là des citoyens souverains que, en fait, dans le cas de la Garde nationale, ils s'improviseraient policiers à la place des policiers. On retrouve beaucoup cet aspect-là dans les mouvements conspirationnistes, en fait, une espèce de désir de se substituer aux grandes institutions sociales, de dire les grandes institutions sociales comme l'État, la police ne me satisfont pas, je vais inventer une garde nationale qui va se substituer à la police, ou je vais inventer une école parallèle qui va se substituer aux écoles publiques. À un moment donné, André Pitt, dont on va parler plus tard, voulait partir une école, puis une école alternative avec des dames qu'il avait recrutées qui étaient des anciennes profs, et il disait qu'il avait le mandat du ministère de l'Éducation, évidemment, ce qui était faux. Donc,
C'est un bref tour d'horizon. Évidemment, on pourrait définir plus longtemps les citoyens souverains, mais on n'a pas tout ce temps-là aujourd'hui, donc on va passer à la catégorie suivante. Alors, catégorie suivante, c'est les survivalistes. Alors, on peut avoir des citoyens souverains qui sont survivalistes, on peut avoir des survivalistes qui sont citoyens souverains, mais il y a quand même des différences. Alors, survivaliste, ça, je vous recommande d'aller, si vous voulez approfondir, d'aller lire un article que j'ai écrit pour la revue Frontières il y a quelques années, plus spécifiquement sur un individu qui s'appelle Vig Survivaliste, avec qui j'ai eu maille à partir sur les réseaux sociaux. Il est convaincu, par ailleurs, qu'il a démantelé tout ce que j'ai dit. Donc, pour aller lire cet article-là qui sera indiqué au bas de l'écran. Les survivalistes, donc, qu'est-ce que c'est un survivaliste? Hein? La pandémie a grandement contribué à exacerber l'imaginaire des survivalistes et a semblé donner une certaine consistance à leur critique de la société industrielle moderne. Ceux-ci ont su profiter de la situation pour élargir leur public et diffuser leur vision catastrophiste et complotiste de la réalité. Alors, en quoi les survivalistes sont complotistes? C'est que les gens qui sont survivalistes, en fait, comme je le disais dans mon article, attendent, en fait, ce qu'ils appellent le bris de normalité. Alors, le bris de normalité, c'est qu'il va se passer un événement, un cataclysme quelconque, à un moment donné, qui va faire en sorte que ben, la société, telle qu'on la connaît, va s'effondrer. Alors, vous voyez, on parlait de nos citoyens souverains tantôt, on parle de nos survivalistes maintenant. C'est des manières différentes, mais qu'est-ce qui passe toujours à travers ça? Une insatisfaction des institutions sociales de la société telle qu'elle est. Les survivalistes, eux autres, sont plus avancés que les citoyens souverains dans le sens où, eux, ils se préparent à une chute imminente de la société. Alors, c'est sûr que quand la pandémie a commencé, on pouvait avoir l'impression, évidemment, les survivalistes avaient cette impression-là que ça y était, le bris de normalité était arrivé et que la civilisation telle qu'on la connaîtrait s'effondrait. Pourquoi ils veulent que les survivalistes veulent que la civilisation s'effondre, dans le fond? C'est qu'ils veulent retourner à une espèce, je voudrais dire, de passé fantasmé où l'homme vivait en harmonie avec la nature, en forêt. Et les survivalistes les plus, je pourrais dire les survivalistes les plus hardcore, dans le fond, ils vont se retirer dans le fin fond des bois, ils vont se cacher finalement. Tu sais. On prenait un individu comme Vig Survivaliste, il était très vocal sur les réseaux sociaux auparavant. Après que j'ai eu fait mon article, il a disparu de YouTube, puis il a disparu de la carte un peu, il voulait se faire plus discret, justement. Et ça, c'est une des caractéristiques des survivalistes. On les voit moins s'afficher comme tels en tant que survivalistes parce qu'ils veulent, en principe, se faire oublier pour que quand l'apocalypse, ou en tout cas le bris de normalité va arriver, on ne pourra pas repérer où ils sont cachés, dans le fond. Mais ça peut être, il y a des survivalistes qui ne sont pas nécessairement complotistes ou d'extrême droite, mais nécessairement, pour être survivaliste, il faut être un petit peu complotiste parce qu'il faut avoir la nette impression que la société, telle qu'on la connaît, va s'effondrer. Et qu'est-ce qui est arrivé pendant la pandémie? On avait l'impression que la société était pour s'effondrer. Au contraire, la société a résisté à une pandémie, inventé des vaccins, et on est collectivement passé à travers. Donc, c'est tout le contraire de ce auquel s'attendaient les survivalistes. Et évidemment, si on revoit ces survivalistes-là 3 ans après le début de la pandémie, ils vont vous dire que pour eux, l'effondrement est toujours imminent. Parce que si toute votre vie, vous avez ramassé de la nourriture, vous avez ramassé des choses pour vous préparer à une imminente fin du monde, bien, de dire que ça n'arrivera pas, c'est un petit peu compliqué pour vous. Alors, dans cette matrice politique-là, on a... donc, j'ai parlé, le survivaliste le plus célèbre, c'est Vig Survivaliste. Donc, vous savez, on ne sait pas son nom, donc, il ne veut pas se nommer, évidemment, bien qu'on a vu son visage à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Mais il s'est vraiment caché depuis l'article que j'avais fait en 2019. Alors, l'aspect identitaire.
Alors, l'aspect identitaire, l'extrême droite identitaire a consciemment et volontairement cherché à exploiter ces sentiments de méfiance et de mécontentement envers les autorités pour rallier la population à leur point de vue. Alors, pendant la pandémie, mais même avant la pandémie, il y a des recherches qui ont recensé dans 26 pays à travers le monde, des recherches d'un de mes collègues qui a fait ça avec plusieurs autres, Sylvain Delouvé. Ces recherches-là montraient que les croyances dans les théories du complot, habituellement, on les retrouvait chez les individus aux extrêmes politiques, c'est-à-dire à l'extrême gauche, à l'extrême droite, mais avec une nette prépondérance à l'extrême droite. Donc, notre catégorie identitaire, elle vient jouer ce rôle-là ici un peu, mais je voudrais dire tout de suite que cette catégorie-là, identitaire ou extrême droite, en fait, elle traverse toutes les catégories de notre typologie parce que la vaste majorité, il peut y avoir quelques individus qui ont parmi les complotistes qui ont des propensions d'extrême gauche. D'ailleurs, j'ai rencontré pendant la pandémie des anticomplotistes qui ont beau être plutôt à l'extrême gauche, ont des mentalités très similaires aux complotistes. Et il y a des recherches aussi qui sont venues confirmer ça, que vous pourrez voir au bas de l'écran passer aussi, notamment de Giry et de son collègue. Donc, quand on parle, en fait, d'extrême droite, ici, par exemple, toutes les réactions qu'on a en ce moment par rapport aux théories de genre, par rapport à tout ce qui remet en question la vision traditionnelle du monde, hein, vous avez un certain conservatisme ou d'extrême droite qui peut se matérialiser par rapport à ça. Alors, dans le cas de l'identitaire, par exemple, pendant la pandémie, au niveau des complotistes les plus populaires, on va en énumérer quelques-uns. Vous avez André Pitt, Alexis Cossette-Trudel, Alexandre Cormier-Denis, Steve Lartiche-Charland. Donc, Alexandre Cormier-Denis, ça, c'est le meilleur exemple de l'extrême droite identitaire québécoise. M. Cormier-Denis est ouvertement raciste. Il est pour un Québec traditionnel, donc avec son poste de télé Nomos. Alors, Alexandre Cormier-Denis, donc, c'est vraiment l'extrême droite québécoise traditionnelle. Alexis Cossette-Trudel, encore là, avant la pandémie, était déjà d'extrême droite. Vous avez, c'est le plus grand vendeur des théories de QAnon qui proviennent des réseaux d'extrême droite américains. André Pitt, qui avant... André Pitt, c'est particulier, André Pitt, parce que c'est, dans le fond, celui qui a le Lux Media, le média alternatif d'extrême droite le plus actif, et qui était actif pendant la pandémie, actif encore maintenant, mais qui est actif des années avant. On connaissait et on regardait, j'ai rencontré André Pitt à quelques reprises avant la pandémie. Et à l'époque, André Pitt était un partisan de la meute, qui l'a quitté plus tard. Mais André Pitt, ce qui est intéressant, c'est que dans notre typologie, en fait, pendant la pandémie, André Pitt, qui était au départ un identitaire d'extrême droite, qui était anti-religieux et se déclarait athée, pendant la pandémie, André Pitt a quitté l'identitaire et est allé rejoindre Carlos Norbal, son pasteur, dans la catégorie fondamentaliste protestant. Alors ça, c'est fascinant, ça, parce que ça vous montre que ces catégories de la complosphère, là, on peut passer d'une catégorie à l'autre ou on peut être dans deux catégories en même temps. Alors c'est quand même... L'histoire d'André Pitt est quand même extraordinaire. C'est quelqu'un qui, avant la pandémie, était dans les groupes d'extrême droite, encourageait les groupes d'extrême droite et était anti-religieux. Il a rencontré le pasteur Carlos Norbal, qui est un pasteur d'une église fondamentaliste protestante, anti-mesures sanitaires, et il a rencontré Jésus. Il s'est converti pendant la pandémie à Jésus. Et l'image qu'on va vous montrer à l'écran maintenant, en fait, c'est une image qu'André Pitt a mis récemment sur ses réseaux sociaux.
Alors, cette image-là, ils disent « Ne faites pas la paix avec le diable ». Le diable ici étant le gouvernement et la société en général. Et récemment, André Pitt, d'ailleurs, faisant des commentaires sur des chercheurs du Sophir, disait que les chercheurs du Sophir étaient sataniques, donc ils étaient en mode « full preacher ». Alors là, on a un gars qui est passé très rapidement de anti-religieux, ouvertement athée, à fondamentaliste protestant. Puis dans l'image que vous pouvez voir en ce moment, cette image-là, en fait, représente Saint Michel Archange qui terrasse le démon. Et c'est une image qui est très, très, très répandue dans l'iconographie intégriste catholique. En fait, c'est, je ne sais pas si vous connaissez la secte des Bérets Blancs, qui n'est pas loin ici à Rougemont, que j'ai étudié longuement pendant ma carrière. Vous pouvez lire quelques articles que j'ai écrits sur les Bérets Blancs qui vont être indiqués aussi au bas de l'écran. Mais cette image-là qu'on peut voir d'André Pitt, en fait, ça reproduit cette imagerie-là qu'on retrouve chez les intégristes catholiques, les fondamentalistes protestants. Et en fait, Saint Michel Archange qui terrasse le démon, c'est en fait le logo des Bérets Blancs qui s'appelle aussi, comme par hasard, leur vrai nom, en fait, ce n'est pas les Bérets Blancs, c'est les pèlerins de Saint Michel Archange, justement. Donc, on peut voir que nos catégorisations ne sont pas étanches. Hein? Alors, André Pitt, c'est quand même formidable, mais c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans le fondamentalisme protestant, c'est-à-dire un phénomène de conversion. Alors, du jour au lendemain, une personne qui était anti-religieuse, voire athée, devient ultra-religieuse, ce qui est le cas d'André Pitt aujourd'hui. Donc, voilà pour l'aspect identitaire. Vous avez Steve l'artiste Charland aussi, qui était très actif pendant la pandémie, avec son groupe Les Farfadets, qui était auparavant un des hauts placés de la Meute. Donc, vous avez encore l'illustration parfaite ici de comment quelqu'un qui était avant la pandémie dans des groupes d'extrême droite comme la Meute se retrouvait maintenant dans le mouvement anti-mesures sanitaires. Mais en fait, le groupe Les Farfadets, beaucoup ont dit que c'était un peu la Meute 2.0, même si la Meute, pendant la pandémie, existait encore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les Farfadets n'existent plus, mais la Meute a survécu, en tout cas, elle vivote, mais a survécu aux Farfadets. Mais les Farfadets et Steve l'artiste Charland avaient été très actifs pendant le convoi des camionneurs. M. Charland avait beaucoup d'argent. Il se filmait en train de donner des liasses de dollars à des camionneurs pendant ce temps-là. Mais après ça, bien, il a été arrêté puis il a fait de la prison. Fait que ça lui a comme coupé les ailes un petit peu. Là, on va rentrer dans... si vous permettez, je vais prendre un petit sip d'eau. Là, on va rentrer dans des catégories qui sont moins explorées dans d'autres typologies, c'est-à-dire des catégories plus religieuses. Alors, ça, c'est une catégorie importante, le Nouvel Âge. Alors, la catégorie Nouvel Âge, dans la mentalité complotiste, c'est important. C'est quoi le Nouvel Âge? Les gens vont souvent me demander ça. Alors, c'est une idéologie. L'idéologie du Nouvel Âge s'inspire donc du principe de la gnose antique, qui postule que la libération de l'être n'est possible que par la connaissance de soi et des lois cosmiques. Il s'agit d'un savoir purement intuitif qui se base uniquement sur la dimension de l'expérience personnelle. Alors là, c'est intéressant parce que vous avez beaucoup, principalement dans cette catégorie-là, des femmes, un réseau de femmes. Il y a le seul homme qui est un peu gourou Nouvel Âge, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur. Mais si on reprend la définition, vous allez voir comment ça s'applique à cette doctrine-là. Alors donc, une idéologie qui s'inspire du principe de la gnose antique. La gnose antique postule que la libération de l'être n'est possible que par la connaissance de soi et des lois cosmiques. Alors, vous avez des personnages comme la Diégis, hein, qui est une ancienne médecin, qui a été radiée dans les années 90 après avoir écrit un livre anti-corporation médicale qui s'appelait La Mafia médicale. Et Madame, en fait, Madame Lanctot, de son vrai nom, Guylaine Lanctot, a élaboré une espèce de doctrine
moitié nouvel âge, moitié ésotérisme, moitié citoyen souverain. Alors, elle dit, dans le fond, hein, exactement ce qu'on dit dans la définition ici, hein, c'est que la libération de l'être n'est que possible que par la connaissance de soi. Hein? Alors, on va parler, dans le cas de Mme Langto, de son être souverain. Alors, vous voyez le mélange un peu nouvel âge, citoyen souverain. Alors, on dit, il faut que tu connaisses ton être souverain, hein? Et en connaissant ton être souverain, bien, tu vas être libre de toute attache avec le reste de la société. D'ailleurs, Mme Langto est tellement libre de toute attache avec le reste de la société qu'elle ne paie pas d'impôts. Elle a déjà fait de la prison pour ne pas avoir payé ses impôts. Et elle a même inventé une monnaie parallèle avec laquelle on peut payer ses séminaires pour pouvoir mieux échapper justement à l'impôt. Diagiste, alias Guylaine Langto, a fait pendant la pandémie de nombreux adeptes. Amélie Paul, Myriam Kaiser, ancienne dame qui, malheureusement pour elle, avait commencé sa vie comme enfant chez les Apôtres de l'Amour infini, secte d'extrême droite catholique de Saint-Jovite. Madame Mandeville aussi, ex-psychologue. Alors, vous voyez, il y a beaucoup d'ex-médecins, d'ex-psychologues dans ces réseaux-là. Et dans le réseau du Nouvel Âge, que certains collègues ont qualifié d'alter-science, terme que je n'aime pas beaucoup parce que quand on dit alter-science, on dit alternative à la science ou médecine alternative. On sous-entend que finalement, c'est des médecines alternatives, mais on enlève tout le contenu religieux qu'il y a derrière ça. Alors que quand on parlait d'un nouvel âge, qu'on parlait de l'ère du Verseau, originalement, quand on a commencé dans les années 70 à parler de ça, avec notamment la journaliste américaine Marilyn Ferguson, qu'est-ce qu'on voulait dire par une nouvelle ère, un nouvel âge qui va passer? Alors, vous savez, l'ère du Verseau, c'était en référence aux signes astrologiques. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des croyances ici ésotériques derrière le mouvement du nouvel âge. Donc, l'ère du Verseau, cette nouvelle ère, on ne va pas nécessairement en parler dans ces mots-là aujourd'hui, dans la bouche de Diagiste, Amélie Paul et compagnie, mais on va dire le monde qu'on connaît en ce moment, j'entends souvent Amélie Paul dire ça, le monde tel qu'on le connaît en ce moment, c'est fini ce monde-là, il y a un nouveau monde qui s'en vient et ça va être le monde dans lequel Amélie Paul veut vivre et ses amis veulent vivre, c'est-à-dire un monde qui va être libéré de la société car ton être va être devenu souverain. Alors, la définition ici de nouvel âge s'applique très bien à ce type de croyance-là. Alors, on parle de connaissance de soi et de connaissance des lois cosmiques. Alors, c'est des lois cosmiques, hein? C'est tout ce qui est dans l'ésotérisme. Dans le cas de Jean-Jacques Crèvecoeur, ses discours font pas mal connaissance des lois cosmiques. Hein? Quand on va vous dire, par exemple, là, que le vaccin, si vous vous faites vacciner, parce qu'ils l'ont dit souvent pendant la pandémie, vous allez perdre votre âme. Jean-Jacques Crèvecoeur disait ça très sérieusement. Si vous faites vacciner, vous allez perdre votre âme. Bien là, on n'est pas dans les lois de la nature, on est dans les lois cosmiques un peu ésotériques. Alors, un savoir purement intuitif, puis ça c'est à retenir quand on veut regarder les complotistes de type Nouvel Âge, comme les personnes dont je vous ai parlé, un savoir purement intuitif qui se base uniquement sur la dimension de l'expérience personnelle. Donc, on se met en faux contre la médecine traditionnelle, contre tout ce qui est principe scientifique, c'est-à-dire pas basé sur une expérience personnelle, mais sur une expérience reproductible en laboratoire. Mais là, c'est la dimension personnelle. Et là, j'ai un très long extrait à vous montrer. Puis là, on va se demander souvent pourquoi ce type de discours-là, complotiste, on va s'attaquer aux gens. Mais c'est parce qu'on est dans la dimension de l'expérience personnelle. On n'est pas dans la dimension de l'expérience scientifique où on essaie de prendre un retrait par rapport à soi-même, justement. Alors, elle n'est pas dans notre typologie, mais Julie Lévesque, qui s'autoproclame journaliste, récemment, elle se faisait poser des questions par rapport à ses sources. Puis sa réponse encapsulait toute la pensée conspirationniste basée sur l'expérience personnelle. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai voulu aujourd'hui
vous la montrer. On va vous la montrer dans la vidéo à l'écran, mais je vais vous en lire quelques petits bouts. Une personne sur les réseaux sociaux demande à Mme Lévesque une de ses sources. Elle a fait un article avec une source. Elle a dit « Votre source vient d'un blog conservateur. Ce n'est pas très crédible de cette source-là. » Elle dit « Parlez-nous de cette source-là. » Elle répond « Ce qui m'a intéressé dans son article, c'est le contenu. Il a lu ce que je n'ai pas eu le temps de lire de long en large et en a fait une synthèse. J'ai vérifié les sources qu'il mentionne, j'en ai lu des longs bouts, et j'ai vérifié les citations. Il ne les a pas déformées pour les arrimer à son discours. » Là, je vous le montre à l'écran, le truc, mais je vais, pour les besoins de la conférence, je vais abréger un petit peu parce que c'est intéressant ce qu'elle dit. « Trop de monde ne gobe plus leur discours ridicule. Je crois que ce qui est écrit a beaucoup plus d'importance que la source qui le publie. » Alors là, c'est intéressant. Elle croit que ce qui est écrit a beaucoup plus d'importance que la source qui le publie. Alors, je ne sais pas si vous voyez où elle nous éloigne du principe de la source crédible pour nous amener à l'importance de ce qui est écrit. Puis là, elle dit la source a une certaine importance, bien sûr, mais c'est d'abord et avant tout le contenu qui importe. Écarter un texte juste parce qu'il provient d'un média conservateur, c'est avoir un biais cognitif. Et des biais cognitifs, on en a tous. Je m'inclus là-dedans. Mais là, elle donne les raisons pourquoi elle a choisi ce texte-là. Et là, on est vraiment dans l'expérience personnelle, dans les motifs, on n'est pas dans le scientifique quand elle dit « Son texte m'a plu par sa plume, sa synthèse, son choix de sources et ses citations. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais je trouve que c'est un excellent texte, that's it, that's all. » Alors là, on voit vraiment exposer l'armature complotiste parce qu'elle dit qu'elle n'a pas choisi le texte à cause de la crédibilité de la source, mais à cause que le contenu lui plaisait. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est intéressant. C'est comme si moi, j'appuyais mes articles sur des recherches seulement sur des recherches qui me donnaient raison, finalement. Alors, j'ai choisi ces recherches-là. Je commençais mon article scientifique en disant « J'ai choisi cette recherche-là parce que la personne, finalement, disait ce que je voulais entendre. » Bien, ça, on appelle ça un biais de confirmation, effectivement. Elle a deviné qu'elle avait des biais, mais elle ne semble pas les reconnaître. Mais ça, pourquoi, pour elle, c'est suffisant que son gut feeling, ça soit suffisant pour dire que c'est une bonne source de son point de vue, c'est qu'elle ne réfléchit pas en termes scientifiques, elle réfléchit en termes d'une idéologie New Age, c'est-à-dire en termes d'émotivité, en termes de choix personnels, en termes... donc, ce qui est important pour elle, elle le dit, ce n'est pas la crédibilité de la revue ou la crédibilité de l'auteur, c'est le contenu, est-ce que ça lui convient ou pas. Quand on parle d'attaque personnelle, on va vous montrer immédiatement une image qui a été faite par une des personnes qu'on a catégorisées dans New Age, Mel Goyer. Elle montre, vous pouvez voir sur l'image, des photos de complotistes qui sont tous, objectivement, des femmes qui pourraient être qualifiées de jolies femmes. Et elle montre deux photos dans le bas de la photo, des ex-complotistes, des femmes qui sont plus âgées et qu'on pourrait dire qu'ils ont un petit peu plus de corpulence, ce qui est normal pour leur âge aussi. D'ailleurs, moi-même, j'en ai un petit peu plus aussi de l'âge et de la corpulence. Et on voit ce que Mel Goyer dit en riant. Elle dit « Vu de même, ça donne le goût de rester complotiste. » Donc, vous voyez, ici, Mel Goyer fait une attaque ad personam, s'attaque aux gens qui seraient ex-complotistes. C'est comme si les gens qui seraient devenus ex-complotistes ou qui ne seraient pas complotistes seraient laids, finalement, seraient physiquement laids. Et ces attaques-là, Mme Paul me les a fait subir à moi aussi en disant que j'étais laid à l'intérieur comme à l'extérieur, au lieu de critiquer les arguments qui étaient évoqués dans mes rapports pour la définir comme étant une personne qui faisait partie de la catégorisation New Age. Alors, pourquoi on fait une attaque ad personam ici? C'est très simple, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle
un régime émotif, personnel, d'authenticité. On a besoin de montrer à son public qu'on est une personne authentique. Et on va essayer de définir, dans ce cas-ci, moi ou les ex-complotistes de la photo, comme étant des adversaires qui ne seraient pas authentiques, qui seraient malveillants. Parce que dans l'idéologie complotiste, tous les gens qui ne sont pas complotistes, qui ne croient pas à l'idéologie, font nécessairement partie de la conspiration et sont malveillants. Et on va aller même jusqu'à les dépeindre comme des monstres de laideur. Et dans le cas d'Amélie Paul, qui a fait beaucoup de discours, par exemple sur mon cas là-dessus, elle n'y allait pas de main morte. Mais comme vous pouvez voir sur la photo, elle n'y allait pas de main morte avec d'autres individus aussi qu'elle considérait comme des adversaires. On a même ici, je vais montrer cette petite réponse que j'avais reçue à un moment donné, une personne qui dit « Je suis un ancien gros ado et ouvertement grossophobe aujourd'hui. Les gros ont engorgé nos hôpitaux durant la pandémie et il n'y a aucune raison d'être gros à part d'être une grosse feignasse ou bouffer n'importe comment. Pas être gros, c'est la base de la bonne santé. » Alors, Amélie Paul justifie ses attaques grossophobes contre les personnes corpulentes comme étant, en fait, c'est pas qu'elle est méchante qu'elle va dire avec les gens ou qu'elle veut dire qu'elle est plus belle, c'est qu'elle se préoccupe, elle se préoccuperait, en fait, de la santé des personnes qui sont grosses. Ce qui, quand on l'écoute parler, évidemment, on peut fortement douter parce qu'à maintes reprises, elle se moque des gens qui ont un peu plus de corpulence. Donc ça, c'est la catégorie Nouvel Âge. Ensuite, si on pense à la catégorie intégriste catholique, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié dans le cadre de ma thèse de doctorat, qui a été, que vous pouvez lire aussi. Vous allez voir quelques références au bas de l'écran. Alors, l'intégrisme est une idéologie qui présente le catholicisme comme un système social pouvant organiser tous les aspects de la vie. L'intégrisme a une interprétation métaphysique de l'histoire qui oppose la liberté de l'humanité à la providence divine. Les intégristes sont comme toutes les formes sont contre, en fait, toutes les formes de libéralisme intellectuel ou religieux, et souvent, ils sont contre le libéralisme économique. Alors, pour eux, les lois de Dieu passent avant les hommes, avant celles des hommes. Donc, dans le cas, par exemple, des intégristes catholiques ou même des fondamentalistes protestants, comment ça se manifestait, ça, que les lois de Dieu passent avant celles des hommes? C'est que, par exemple, vous prenez Carlos Norbal, on n'avait pas le droit pendant la pandémie de faire des services religieux ou des messes devant un certain nombre de personnes. Il les faisait pareil, il contrevenait ouvertement aux mesures sanitaires. Vous avez même l'ex-maire Tremblay de Saguenay, qui était ouvertement intégriste catholique, qui avait été à la commission Bouchard-Taylor, déposer un mémoire qui, pour moi, est un exemple d'intégrisme catholique aujourd'hui, où il disait textuellement que pour lui, les lois de Dieu étaient supérieures aux lois des hommes. Alors, il n'était pas, disons, l'ex-maire Tremblay, trop laïque. Dans le cadre de intégrisme catholique, on trouve ça chez plusieurs groupes au Québec, comme l'Armée de Marie à Québec, les Bérets Blancs aussi. Les Bérets Blancs, en fait, ont inspiré une doctrine politique qui s'appelle le crédit social, qui a beaucoup, beaucoup inspiré un de nos protagonistes, là, Stéphane Blais, de la Fédération pour la protection des droits et libertés du peuple. Alors, Stéphane Blais s'inspire beaucoup, même dans son ancien parti Citoyens au pouvoir, des politiques du crédit social du major Douglas. Ça, encore là, je pourrais vous en parler longtemps, mais j'ai écrit quelques textes là-dessus qui vont apparaître aussi à l'écran que vous pourrez lire. Notre dernière catégorie, la catégorie du fondamentalisme protestant. Alors, le fondamentaliste protestant, l'intégrisme catholique nous vient plus de France, le fondamentalisme protestant nous vient beaucoup plus des États-Unis. C'est plus américain. Donc, on va avoir dans le fondamentalisme protestant
des groupes souvent, plus des groupes ethniques justement, comme le pasteur Carlos Norbal qui est noir et qui a une église de type un peu gospel où on fait des chants, tout ça. C'est peut-être ça l'aspect d'ailleurs que plus à l'aspect musical de Carlos Norbal qui a dû plaire à André Pitre, qui est un ancien musicien de groupe métal, un batteur, M. Pitre. Les fondamentalistes protestants québécois voient dans les mesures sanitaires un complot de la gauche athée visant à interdire les rassemblements religieux, comme je vous disais tantôt, et accroissant le sentiment de menace en associant les mesures sanitaires à des persécutions religieuses. Or, dans le cas de Carlos Norbal, il dit carrément que le gouvernement est satanique. Et André Pitre, qui est maintenant un disciple de Carlos Norbal, encore récemment, dit que tout l'ensemble des institutions qui ne sont pas dans la bonne Église, la sienne, sont sataniques. Alors même le Sophir est satanique selon André Pitre. Donc, fondamentalisme protestant, on a eu pendant la pandémie des influenceurs québécois associés aux fondamentalistes protestants qui ont même appelé leurs fidèles à défier les lois des hommes et à ne pas se soumettre aux mesures sanitaires parce que les gouvernements, donc, seraient devenus, comme je disais, sataniques. On avait Carlos Norbal là-dedans, mais on avait aussi Jean-François Denis et son fameux poste de télé, qui est d'ailleurs situé à Longueuil, qui s'appelle Théovox. Regarder Théovox, c'est comme regarder un épisode de Papa a raison, qui est une vieille télésérie des années 50, où vous avez plein de beaux messieurs en beaux costards, très, très, très rigides, qui discutent avec beaucoup de rigidité, et leurs épouses font des émissions de cuisine et de popote. C'est vraiment, vraiment le Québec dans un pot de formol des années 50, quand on va penser au fondamentalisme protestant de Théovox et de Jean-François Denis. Écoutez, ça a passé vite. J'aimerais conclure cette conférence en disant que la prochaine étape dans notre recherche, ce qu'on a appelé la phase 2 de notre recherche, en fait, c'est une recherche que je suis en train de faire avec Dr. Léonie Lemire-Théberge, qui est aussi ma collègue ici, professeure en psychologie au Cégep Édouard-Montpetit. Et cette recherche va sortir un peu des discours conspirationnistes et va porter plus précisément sur les discours, pas les discours conspirationnistes, mais sur les individus. C'est-à-dire que ça va être une recherche qui est basée sur des entrevues qu'on a faites avec des conspirationnistes et des anticonspirationnistes, pas nécessairement des leaders dans les deux cas, justement, mais des gens ordinaires qui ont adhéré à ces différents credos-là. Et on était intéressé de voir s'il y avait une différence sur le plan psychocognitif, psychosocial, en fait, entre des gens qui adhèrent aux théories du complot et des gens qui consacrent pratiquement une bonne partie de leur vie à combattre les leaders et les gens qui croient aux théories du complot. Les résultats ont été fort intéressants et j'ai très hâte de vous les présenter. Ce sera l'objet de ma prochaine conférence sur le sujet qui aura lieu à l'automne 2023, ici même au Cégep Édouard-Montpetit, et l'étude en question sera publiée au même moment à l'automne. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être venus et à ceux qui nous écoutent en différé, je vous remercie d'avoir écouté et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des commentaires. De toute façon, si vous êtes conspirationniste, je suis convaincu que vous n'hésiterez pas à nous commenter, à nous contacter pour nous faire part de votre déplaisir. Mais dites-vous une chose, lorsqu'on catégorise des formes de pensée comme on le fait là, les gens, en fait, s'identifient très rarement à ce qu'on catégorise parce qu'ils ne réalisent pas dans quel type de pensée ils sont. Mais pour ceux qui ne sont pas dans ce type de pensée-là, le fait d'en parler peut être un révélateur et peut amener une certaine prévention. Alors, je vous remercie.